Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité locale. Dans votre 19h ce soir, nous reviendrons sur cette grosse mobilisation qui se prépare en éducation ce mardi prochain. Enseignants et parents d'élèves unis contre le rythme scolaire pour un service public de qualité à l'appel des syndicats de parents d'élèves. On en parle juste auprès les titres de votre GTM. Cela fait une semaine que les personnels du lycée de Kahani ont exercé leur droit de retrait pour protester contre la violence. Ils manifestaient ce matin devant le vice-rectorat avant d'être reçus en fin de matinée par un représentant du cabinet de la vice-rectrice. Le point sur cette rencontre en ouverture de votre journal. Ce matin, certains ont pu voir à Chirungi les lycéens de la commune, marteau et clous en main. Initié par le Conseil citoyen de Port-Wani et adoubé par la mairie, un pharé de 9 mètres de long et de 4 mètres de large est actuellement en construction. Focus sur ce futur haut lieu social au cours de cette édition. Samedi dernier, le football féminin fêtait son 25e anniversaire sur le territoire. Pour célébrer cette date symbolique, un tournoi a été organisé sur le terrain synthétique de Cavani, réunissant une quarantaine de sportives. Samedi soir, un gala a eu lieu au cinéma Alpaggio, où les pionnières du football féminin à Mayotte ont été mises à l'honneur. Reportage. En éducation, une semaine après le début du mouvement, le combat continue pour le personnel éducatif du lycée polyvalent de Kahani. Les enseignants ont de nouveau exercé leur droit de retrait ce lundi pour contester les nombreux actes de violence au sein de la zone scolaire de la commune. Ce matin, professeurs et parents d'élèves manifestaient leur mécontentement devant le rectorat. Une délégation a été reçue par les représentants de l'académie en fin de matinée. Les explications de Bastien Sabouret. La violence à l'école, il y en a marre. Ce matin, c'est devant le vice-rectorat qu'enseignants, parents d'élèves et syndicats sont réunis. Le personnel du lycée de Kahani exerce son droit de retrait depuis lundi dernier. Ce droit de retrait fait suite à de nombreuses violences qui ont été commises à la fois à l'extérieur de l'établissement et qui ont dégénéré à l'intérieur aussi de notre établissement. Ces violences-là, ces derniers temps, sont récurrentes. Elles posent de plus en plus de problèmes aux élèves comme au personnel de l'établissement. Une rencontre a déjà eu lieu en milieu de semaine dernière avec une représentante du vice-rectorat. Seulement pour les syndicats, cette dernière n'a apporté aucune solution concrète. On nous a proposé une sécurisation du hub à plus ou moins moyen terme, on va dire, mais c'est pas suffisant. Les personnels, eux, ils sont en danger et ce qu'ils veulent, c'est non pas seulement une sécurisation du hub, c'est des engagements sur son déplacement à terme, mais également des moyens éducatifs pour faire face à la situation dans l'établissement. Le hub est la station où les bus convergent, un espace qui draine chaque jour entre 5 et 6 000 élèves, un endroit où même les forces de l'ordre sont dépassées, nous confient les grévistes. Ces derniers disent également être désarmés face à cet engorgement massif dans le hub. Depuis le début, le vice-rectorat a été tenu informé de l'action et les manifestants réclament des décisions précises et concrètes de la part de ce dernier. Manangu abubulwa bala rengwa telefona abubulwa wasi do mama waho wana wasi rileme wanetara kilo haruma elise ya Kahani wana watu kwa tusoma wana haruma ye maore pia wasibingwa waja waholewa bala taharakinjia kabati ma securite likwali kabati ma surveiller ngwa washashi yabo nambehe ma surveiller iho nambehe ma securite. Le vice-rectorat a promis de recevoir de nouveau les manifestants en fin de matinée, une délégation des représentants des parents mais aussi de professeurs pour apaiser la situation. Les grévistes demandent un poste de proviseur adjoint car le seul en poste n'est pas suffisant pour gérer autant d'élèves, un poste de CPE et 4 postes de surveillants AED. Pour le moment, ils se sont vus proposer la construction d'un mur de 4 mètres de haut, une solution qui ne peut être efficace qu'à court terme selon les manifestants. Des caméras, des barbelés, des murs, pour moi c'est du court terme. Ça, de toute façon, ça ne règle en rien le problème. Ça essaie de canaliser la situation, ça essaie de gérer quelque chose, mais
mais on règle rien dans le fond. Et on n'est pas très gourmand, hein. on veut simplement des moyens pour fonctionner normalement. Des moyens pour fonctionner normalement. Une réorganisation d'un système de bus dangereux pour les élèves, un personnel supplémentaire et adapté à l'augmentation du nombre d'élèves conséquent de l'établissement. En attendant la réunion prévue à 11 h, c'est du côté de la préfecture que le cortège de 180 personnes se déplace ce matin. Le reste à faire appartient aux autorités, mais au moins le jour où ce drame arrive, qu'elles ne puissent pas dire qu'elles n'étaient pas au courant. La balle est désormais dans le camp des autorités. Ces dernières sont prévenues du risque qu'encourent élèves et enseignants aux abords et à l'intérieur du lycée. La réunion de son côté n'a rien donné de plus que celle organisée mercredi dernier. Une assemblée générale aura lieu demain matin dès 8 h au lycée de Kahani afin de décider avec la totalité du personnel de la continuité ou de la levée du droit de retrait. L'éducation toujours dans le premier degré cette fois avec l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte qui appelle ce mardi prochain à la grève pour lutter contre les rythmes scolaires. L'organisation soutenue par l'intersyndicale de Lille appelle également au rassemblement pour le retour aux 5 heures d'affilée et pour un service public de qualité sur le territoire. On écoute sa présidente Issouf Ali Ravza. Moi, j'ai des éléments qui disent que ça marche pas. Exemple, sont les parents qui se manifestent dans des différentes communes, que ça soit Chiconi, que ça soit au sud, que ça soit au nord, que ça soit en Petite Terre. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Tout le monde voit ce qui se passe sur l'île. Aujourd'hui, s'ils sont en train de dire que ça marche parce qu'ils le forcent à faire marcher, et aujourd'hui, il y a aussi des menaces qui se font vis-à-vis de ces enfants-là. S'ils ne vont pas à l'école, il y aura des assistants sociaux, il y aura la gendarmerie qui viendront les chercher dans leur maison. Il y a eu cette menace-là. Alors, il ne fallait pas dire que ça marche. Ça ne marche vraiment pas. C'est l'éducation qui fait dire les choses que ça marche. Propos recueillis au micro de la matinale de Kouizi. A noter que l'UDCSFM et les syndicats ont été reçus à ce jour au vice-rectorat. Les représentants de l'institution ont réaffirmé les bienfaits du dispositif en indiquant leur intention de l'étendre dans l'ensemble du département. La grève est donc bien maintenue pour demain. Et comment gérer ce genre de situation de crise en éducation ? Ce reportage va sûrement intéresser les acteurs éducatifs. Actuellement, une société de gestion de crise délivre une formation au vice-rectorat de Mayotte. Le but, accompagner les entités publiques et privées à anticiper les cas d'urgence et aider à pouvoir y faire face. Après avoir formé il y a quelques semaines le vice-rectorat et son équipe à une gestion de crise au niveau stratégique, c'est désormais le tour des chefs d'établissement de recevoir une expertise à ce même sujet. Reportage signé Adèle Laurent. La société Chrysotech est habituée à délivrer des formations à la gestion de crise avec mise en situation aux membres de l'éducation nationale. Et alors qu'en métropole, les risques sont plutôt liés à la radicalisation ou au terrorisme, à Mayotte, les problématiques sont différentes. On a créé toute une série de crises fictives, une intoxication alimentaire, une méningite, des inondations, des violences et des violences sociales pour les mettre dans une situation qui pourrait se produire et établir avec eux quels sont les schémas de prise de décision qui s'imposent dans un temps contraint, quelles sont les parties prenantes qu'il faut prendre en compte et quels sont les scénarios de sortie de crise qu'il faut évaluer pour essayer au plus proche de gérer la crise dans leur établissement. Urgence, déstabilisation, obligation d'apporter des réponses. Les chefs d'établissement sont mis à l'épreuve durant cette formation gestion de crise. Objectif de la société Chrysotech mandatée par le vice-rectorat. Former durant ces 3 jours la majorité des directeurs d'établissement de Lille avec des mises en situation qui devraient leur permettre de gérer ces crises au plus près du terrain. Elle est plus que nécessaire pour nous qui sommes chargés de la sécurité des personnes et des biens. C'est important de vivre des moments de crise pour pouvoir anticiper si jamais ça devait nous arriver. C'est des thèmes qu'on peut vivre, notamment l'inondation et la méningite, c'est aussi important. En matière de violence, les 5 thèmes sont les bienvenus, en tout cas pour nous. C'est des situations qui peuvent nous arriver à tout moment. Dans notre métier, effectivement, il faut qu'on soit prêt à réagir, quoi qu'il arrive,
à quelques moments que ce soit. Donc cette mise en situation est particulièrement intéressante parce que ça nous permet de nous recentrer sur nos missions et sur notre capacité à faire face à de l'imprévu, puisque la crise, c'est forcément de l'imprévu. Le rôle de chaque directeur d'école sera par la suite de créer un plan particulier de mise en sécurité au niveau de chaque établissement. Ça va être donc de fédérer nos équipes, de les alerter autour de cellules de crise pour pouvoir réorganiser au sein de nos établissements des exercices d'évacuation, de confinement et de sécurisation des personnels, des biens et de la population. C'est notre rôle. Lorsqu'une crise survient, l'urgence et le stress font généralement leur apparition à tous les niveaux hiérarchiques. Et alors que la vice-rectrice et son équipe avaient déjà reçu cette formation de gestion de crise au niveau stratégique, former les directeurs d'établissement devrait permettre aux membres de l'éducation nationale d'être prêts à faire face à ces situations d'urgence à tous les niveaux. On peut dire aujourd'hui que Mayotte est très avancée dans la prise en compte de la gestion de crise par les chefs d'établissement et par tous les niveaux de responsabilité. Gérer le mieux possible opérationnellement les crises qui se présenteront. Certains directeurs d'établissement pourront mettre à profit leurs nouvelles connaissances immédiatement pour gérer celles qui sont déjà en cours. En politique, à présent, une nouvelle élection approche dans les prochaines semaines. Les 10 et 17 décembre prochains, le parti Les Républicains devront élire à sa tête un nouveau chef. Et pour en parler en plateau avec nous, le secrétaire départemental adjoint, Abdoul Doukaini, bonsoir. Bonsoir Sony. Merci d'être avec nous. Alors, c'est moi. Hier, vous teniez justement du côté de Kawini un grand rassemblement. Alors, dans quel objectif tout d'abord? Et quelle est la position justement du Parti Les Républicains 976 pour la prochaine élection présidentielle qui se tiendra au sein de votre parti? D'accord, merci déjà de nous donner la parole, c'est-à-dire nous permettre de nous exprimer par rapport à ces élections qui vont arriver très prochainement. D'abord, vous nous avez demandé le pourquoi du congrès d'hier à Kawini. Vous savez, tous les ans, à la fin de l'année, tout comme au début de chaque année, nous organisons des congrès, même si on n'est pas en période électorale, en dehors des périodes électorales, nous aimons toujours nous retrouver dans les différents coins du territoire de Mayotte pour aller à la rencontre des militants, des adhérents, les écouter et également pour se retrouver entre nous, donc discuter, échanger de beaucoup de choses. Hier, c'était l'occasion de dresser le bilan de l'année 2017. Vous savez, l'année 2017 a été marquée par plusieurs événements électoraux, des scrutins présidentiels, législatifs, sénatoriales. Donc c'était aussi un moment de dire, voilà, on a bien travaillé avec des résultats, c'est vrai, en dents de scie. On aura l'occasion d'y revenir. Mais là, il y a des élections qui se préparent là, au sein de votre parti. Il y a des candidats qui sont annoncés comme Laurent Wauquiez, Daniel Fasquelle, Maël Decalan, Florence Portelli. Est-ce qu'aujourd'hui, votre parti s'est positionné? Le parti n'a pas à se positionner ici. Pour la simple bonne raison, parce que ce sont d'ailleurs à ces candidats-là de désigner, de choisir un représentant ici pour faire campagne en leur nom. N'est-ce pas? Mais nous, en tout cas moi, en tant que patron du parti ici à Mayotte, de la Fédération des Républicains ici à Mayotte, je n'ai pas cette vocation, ce n'est pas ce qu'on attend de moi. Ce qu'on attend de moi, c'est d'organiser les élections, d'organiser les scrutins. Je rappelle juste les dates parce que les dates sont importantes s'agissant de cette élection. Elles vont commencer le 9 décembre à partir de 22 h ici à Mayotte. 20 h heure de Paris. Oui. Mais 22 h ici à Mayotte jusqu'au 10 décembre à 22 h. Ce sont des scrutins, c'est un scrutin électronique, sans possibilité de procuration. Le second tour aura lieu, s'il y en a bien sûr, si nécessaire. Le second tour aura lieu le 16 décembre, toujours à partir de 22 h jusqu'au 17-22 h. Avec la possibilité, aussi bien pour le premier tour que pour le second tour, d'installer ce que moi j'appelle des points de vote et non de bureaux de vote. Et ce qui fera office de points de vote, de bureaux de vote, si vous voulez, ce sont des postes d'ordinateur. Donc cette permanence sera ouverte
la permanence de Mansour Kamardine, notre député et président de notre fédération ici à Mayotte. Donc ça sera à Passamaïti. Pour le premier tour, donc le 10 de 8h jusqu'à 18h. Et pour le second tour, si nécessaire, le 17 de 8h jusqu'à 18h. Alors vous nous dites aujourd'hui très clairement, les adhérents des Républicains 976 Mayotte ont la liberté de voter n'importe quel candidat. Pas de souci par rapport à ça. Absolument, absolument, absolument. Chacun se positionnera, chacun votera pour qui il veut, pour qui il se sentira beaucoup plus proche, à l'aise, et pour lequel le programme aura séduit. En tout cas, ma connaissance jusqu'à aujourd'hui, ces candidats ne nous ont pas sollicité, en tout cas n'ont pas peut-être sollicité ici les militants pour faire campagne. Ça, je ne le sais pas. Mais vous qualifiez comment justement ce... non. Après, ce n'est pas à moi, encore une fois, de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire. Ce n'est pas à moi de le faire parce que moi, en tant que patron, moi, je suis chargé d'organiser. Je n'ai même pas à parler de cela. Moi, mon rôle, le rôle qui m'a été donné, c'est d'organiser les élections, de s'assurer que ces élections, ce scrutin va se dérouler dans de bonnes conditions, qu'il n'y ait pas de fraude et que à l'issue de ces scrutins, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas ce qu'on a pu connaître en 2016, me semble-t-il, début 2016. Ce n'est pas cela ce qu'on souhaite. On souhaite que tout cela se déroule dans des conditions très calmes, conviviales, entre familles. Alors, revenons justement sur ce grand rassemblement qu'a eu hier. Vous l'avez dit, c'était également l'occasion de faire le bilan de l'année. Êtes-vous satisfait? De l'année ou du congrès? Justement, de l'année. C'est une année quand même un peu mitigée. Je le disais tout à l'heure en préambule que il y a eu 3 élections, présidentielles, législatives et sénatoriales. Les élections présidentielles, ça ne se juge pas ici, ça se joue au niveau national. Ça peut-être, on peut laisser de côté. Mais s'agissant des élections législatives, nous avons gagné dans la Circo 2. Et puis dans la Circo 1, nous sommes toujours dans l'incertitude totale. C'est le flou total. Pour le moment, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. On attend. Il y a un recours qui a été fait par notre candidat malheureux, Ella Tchakrina. Donc nous attendons toujours l'issue. Et sinon, il y a eu également les élections sénatoriales. Vous savez ce qui s'est passé. Nous avons eu 2 candidats. Ces 2 candidats ont été battus, alors que nous disposons 6 communes sur 17 et une majorité au conseil départemental. Donc c'était un échec. Une compréhension, on peut dire. Enfin, une compréhension, tout à fait, une compréhension, mais en même temps, c'était aussi peut-être l'occasion, les militants ou les grands électeurs peut-être se sont sentis mal compris, voilà. Et puis je pense qu'on va pas refaire tout cela, mais toujours est-il que c'est vrai que c'est un échec quand même assez amer. Mais un parlementaire sur 4, parce que ça ne sauve pas tout de même les meubles. Aujourd'hui, c'est Mansour Kamardine qui représente le parti au niveau national. Mansour ne représente pas uniquement le parti. Et il représente Mayotte. Il représente Mayotte. Je préfère dire qu'il représente Mayotte. Et puis, je ne vous le fais pas dire, parmi les 4 qui ont été élus, qu'est-ce qu'on attend? C'est qui qu'on entend? C'est qui qu'on entend le plus souvent? C'est qui est sur le terrain? C'est qui est sur tous les combats? C'est qui est sur tous les fronts, sur tous les sujets qui intéressent Mayotte? C'est Mansour Kamardine. On l'attend quasiment tous les jours. Interroger le gouvernement, interroger le président de la République, interroger tout le monde, en tout cas les hautes autorités de l'État, pour dire que tout simplement Mayotte a besoin de se développer et que Mayotte ne pourra pas se développer sans le concours, sans l'aide de l'État. Donc sur ce point, je pense que les Mahorais ne se sont pas trompés. Ils ont fait un bon choix, le choix qu'il fallait. Et ce choix qui s'est porté sur le député Mansour Kamardine, à mon sens, il fallait le faire aussi depuis il y a une dizaine d'années. Alors, quelles sont les perspectives pour les années à venir de votre parti? Quel rôle veut tenir justement lors de ce quinquennat les Républicains 976? Alors, vous savez que nous sommes la première force d'opposition. Parce qu'en termes de députés à l'Assemblée nationale, nous sommes plus d'une centaine. Au Sénat, nous détenons la majorité. Pour ce qui est des parlementaires européens, nous avons aussi un nombre assez conséquent. Donc nous sommes la première force politique d'opposition au gouvernement aujourd'hui. Mais quand vous êtes
Pardon, quand vous êtes dans l'opposition, il ne s'agit pas de faire une opposition systématique, s'opposer pour s'opposer. Quand vous êtes dans l'opposition, ce qu'on attend de vous, c'est quoi? C'est d'abord des propositions concrètes, et non pas de s'opposer systématiquement. C'est ce que nous allons faire tout au long de ces 5 années. Proposer quand ça ne va pas, quand on sent que le gouvernement nous mène... pas uniquement interpeller alors. Écoutez, interpeller, proposer à travers les interpellations, on propose également. En tout cas, c'est d'être vigilant, c'est rester vigilant, vraiment vigilant, parce qu'il y a certaines mesures ou réformes qui sont en cours, qui, à mon sens, en tout cas, ne vont pas dans le sens de ce que veulent les Français. Eh ben, nous serons toujours vigilants, nous jouerons pleinement notre rôle d'opposants, et puis faire en sorte à ce que nous également on existe sur l'échiquier politique, à la fois local et national. Merci Abdoul Doukaini d'être passé par ce 19h. Merci. Direction la commune de Chirongui à présent, où son village Poroani fait peau neuve. Sa place publique voit actuellement la construction d'un faré, un projet d'amélioration des espaces publics imaginé par le conseil concitoyen du village et réalisé par des élèves du lycée polyvalent Animaland à Chirongui. Des travaux accompagnés par la municipalité du sud de l'île dans le cadre de la politique de la ville. Nos équipes ont pu assister ce matin au début des travaux, image d'un édifice aux allures d'une future place forte de la cité, avec Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. 9 mètres de long sur 4 mètres de large, telles sont les dimensions du futur faré de Poroani, dont les travaux ont débuté ce matin et se termineront demain. Objectif, offrir à la population un lieu convivial au sein duquel tout le monde pourra se réunir. C'est un lieu qui est très fréquenté par la population, que ce soit les jeunes ou les moins jeunes. Ils sont assis là et ils n'ont pas de ils n'ont pas de banc, ils n'ont pas de confort pour passer le temps, mais pourtant c'est un lieu très fréquenté. Donc les jeunes de Poroani, le conseil citoyen de Poroani a décidé qu'il fallait aménager tout simplement ce lieu-là, mettre un banc, mettre un faré, mettre une couverture pour qu'il soit tout simplement dans un minimum de confort. Pour réaliser ce projet, la mairie de Chirongui a fait appel aux jeunes du lycée professionnel de la commune. Ce sont eux qui vont réaliser l'ensemble des travaux, comme nous l'explique leur professeur. Ce projet, c'est quand même des aboutissements, surtout pour les jeunes qui les font, qui les construisent de A à Z, du plan jusqu'à la conception, jusqu'à l'élévation, le montage. Donc ça, c'est tous les jeunes qui font ça. Les jeunes qui sont inscrits en CAP, en bac pro, donc sont sur des projets comme ça qui sont menés du début jusqu'à la fin. Donc ça c'est intéressant et ça les valorise. Donc c'est ça qui est surtout qui est intéressant. Valoriser la jeunesse, mais également faire en sorte que les citoyens deviennent acteurs du cadre de vie de demain. C'est tout l'essence de ce projet qui entre dans le cadre du programme quartier prioritaire de la politique de la ville. C'est le projet du conseil citoyen parce que les gens des fois, ils associent le conseil citoyen et la politique. Il faut qu'ils prennent conscience, ce n'est pas la politique, c'est tout simplement eux, les villageois, les membres du conseil citoyen qui l'ont choisi, c'est leur projet à eux. La ville est là juste pour les accompagner à réaliser ce projet-là. Mais maintenant, eux, ils sont acteurs de l'amélioration de l'espace public de leur village. Depuis plusieurs années, les conseils de quartier se multiplient aux 4 coins de l'île et leur rôle ne cesse de grandir. Car comme le disait très bien le philosophe Alain, un citoyen même avisé et énergique, quand il n'a à conduire que son propre destin, en vient naturellement et par une espèce de sagesse à rechercher quelle est l'opinion dominante au sujet des affaires publiques. Merci d'être avec nous à présent. Le reste de l'actualité dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Jeudi, une perquisition a eu lieu dans les locaux de la mairie de Mamoudzou dans le cadre d'une enquête liée à un marché public. Face au tollé suscité, le maire de la commune Mohamed Majani a souhaité communiquer via un droit de réponse adressé à la presse. Il est ainsi écrit, je cite, « Le personnel et les élus interrogés sur place ont parfaitement collaboré et répondu aux questions des enquêteurs. Depuis le début de cette mandature, la municipalité et son maire ont toujours eu à cœur de respecter les lois et d'être irréprochables. La municipalité et son maire tiennent aussi à préciser que si des comportements individuels constitutifs d'une infraction devaient être pointés du doigt à l'issue de ces investigations,
ils seraient évidemment sanctionnés. Il ne saurait être question de faire un amalgame et de jeter l'opprobre et la suspicion sur l'ensemble des employés de la commune et ses élus. Nous souhaitons que toute la lumière soit faite et nous agirons en conséquence pour participer à la manifestation de la vérité. Cette image en dit long sur les déchets qui pullulent aux quatre coins de l'île. Ce cliché a été pris ce week-end entre Vaïbé et Passamenti. On y découvre un tas de couches bébés, de boîtes de lait en poudre, des boîtes vides de yaourt et de compotes jetées sauvagement dans les buissons. Selon le président de l'association Mayotte Île Propre qui a découvert le lieu, ces déchets proviennent d'une crèche ou d'une garderie. Jacques Martial Henry a donc décidé de déposer plainte contre X afin que les auteurs de ces agissements répondent de leurs actes devant la justice. En effet, si les opérations de nettoyage se multiplient, certains continuent à considérer Mayotte comme une poubelle à ciel ouvert. Toutes les actions entreprises ne peuvent suivre le rythme de la pollution des eaux et des sols. Dans ces conditions, certains réclament à ce que des mesures fortes de répression voient le jour, afin de limiter les mauvais comportements. Une étude publiée sur le site l'étudiant.fr révèle que ce ne sont pas forcément les grandes universités qui aident le mieux leurs étudiants à passer le cap compliqué de la première année de licence. En effet, le CUFR de Mayotte se classe 4e des établissements supérieurs français à aider le plus leurs étudiants. L'étude s'est penchée sur les taux de passage de licence 1 à licence 2 de ces 3 dernières années, mais surtout sur la valeur ajoutée affichée par chaque établissement, c'est-à-dire la différence entre le taux de réussite constaté et le taux de réussite attendu. Pour ce faire, les analystes se sont focalisés sur le passage de L1 en L2, soit au bout d'un an, plutôt que sur la réussite de la licence en 3 ou 4 ans. Cela s'explique par le fait que certains élèves quittent la fac après la licence 2 pour intégrer une école non universitaire. À noter toutefois que ces chiffres ne sont pas mis en parallèle avec le niveau d'exigence des facultés, qui diffèrent grandement de l'une à l'autre. Les femmes à l'honneur dans votre 19h et dans le département. Le 25 novembre 1992, jour de la naissance du football féminin à Mayotte, une fête célébrée ce week-end à Cavani, dans l'ancien terrain mouchoir, aujourd'hui devenu synthétique. Ancienne et actuelle génération de joueuses étaient réunies lors d'un tournoi organisé par la Ligue mahoraise de football. Anniversaire prolongé durant la soirée au cinéma Alpaggio avec une pluie de récompenses décernées aux pionniers de la discipline au niveau local. Les images de cette grande célébration dans ce reportage. Sur le mini-stade synthétique de Cavani, le pouvoir appartient aux femmes. Le temps d'un après-midi, anciennes et actuelles joueuses de football fêtent la féminisation du ballon rond à Mayotte. 2 générations venues partager une passion commune et les pionnières locales du football féminin ont bien assuré le spectacle pour le 25e anniversaire de la discipline. Ce qui a gagné, c'est les mamies de Mzoazia, les anciens jumelles, il y a plus de 20 ans. Et on a fait dur les entraînements pour arriver là. Dur de reprendre depuis 2002 que j'ai quitté les crampons et le maillot. Mais c'est un grand plaisir de jouer et de découvrir qu'il y a des jeunes, des enfants qui sont nés en 2002. Et moi, j'ai arrêté le foot en 2002. Et je le vois ici, je joue avec ces enfants, ces filles. Et c'est vraiment formidable. Et c'est ça le charme du football féminin à Mayotte. L'occasion également pour ces désormais mères de famille de se remémorer les bons souvenirs. Aujourd'hui, c'est bien, il y a une évolution par rapport à avant, parce qu'avant, d'ailleurs, on s'était à travers les cours pour aller au match. Moi, je faisais ça souvent, où je passais même par la fenêtre, mais aujourd'hui, nous-mêmes, on accompagne nos enfants au terrain, voilà. Donc, il y a une évolution quand même. Devant un public en folie, elles étaient une quarantaine présentes à prolonger le plaisir d'une aventure lancée en 1992. Et la transmission de l'héritage aux jeunes générations semble réussie. J'aime bien regarder comment on met des buts, comment on fait des passes. Pour moi, le foot, c'est d'abord un passe-temps, tout d'abord. Puis, je joue pour m'amuser, pour faire du bien à mon cœur. Depuis toute petite, je jouais déjà à Marseille au football. Et puis, je trouve que c'est un sport qui fait bouger tout le corps, qui fait travailler tous les muscles. Et puis voilà. C'est quand même un grand parcours par rapport à la situation actuelle à Mayotte, du football en général. Donc c'est une bonne avancée et on espère qu'on aura encore de nombreuses années avec de meilleurs moyens à l'avenir. Avec 25 ans d'âge à son actif à Mayotte,
Le football féminin se bonifie. Aujourd'hui, on compte 24 clubs chez les seniors dans le territoire avec des pratiquantes dont le nombre a triplé en 4 années. Mais les efforts restent à faire. En 2013, nous avions 370 licenciés, me semble-t-il, qu'on est maintenant passé à 1080. Donc ça veut dire qu'on a une proportion, une progression qui est énorme, qui est unique même, je pense, au niveau national. On sait que c'est toujours fragile et qu'il faut continuer à travailler pour progresser. Et par exemple, à mon avis, avoir des vestiaires pour que ces demoiselles puissent se changer, avoir un peu d'intimité. Je pense que ça me paraît être la base et pour le développement et pour que les parents aient envie encore plus d'envoyer leurs filles au football. Pour les 25 prochaines années, l'objectif pour la Ligue mahoraise de football, dépasser le chiffre de 3000 licenciés et faire de Mayotte le giron du football féminin au niveau régional. Vive le foot féminin et joyeux anniversaire. C'est la fin de ce journal, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, les rediffusions des temps de parole de ce lundi. L'information revient sur Coezy. Demain, 6h avec la matinale. Je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain, si vous le voulez bien.